Ce soir-là, sous les lumières du gala de l'innovation, les murmures résonnaient. Ils parlaient de mon retour, de ma présence aux côtés de Thomas Leclerc. Mais il fut un temps, pas si lointain, où j'étais une femme que l'on disait discrète. Marc, mon ancien mari, aimait le rappeler à ses associés, avec un sourire bien rodé. Éléonore préfère la discrétion, disait-il, comme si ce trait de caractère était une faiblesse, une limite qu'il m'avait si généreusement octroyée. Il croyait ainsi me définir, me confiner à l'ombre. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que mon silence n'était pas de l'effacement. C'était une observation. Une lente, patiente collecte des vérités qui, un jour, éclateront au grand jour. Il faut parfois que tout s'écroule pour voir enfin clair. La tempête grondait déjà alors, sous la surface de nos vies apparemment parfaites. Mais le chemin jusqu'à cet éclat de lumière fut une longue, très longue, descente. Mon nom est Éléonore Dupont, et je suis né sous le signe de la discrétion. Une qualité, je le croyais, qui me permettait de naviguer les eaux parfois tumultueuses de la vie sans faire de vagues. Ce soir-là pourtant, dans les ors du gala de l'innovation de Manhattan, la discrétion n'était plus une option. Chaque pas sur le tapis rouge résonnait, chaque flash des photographes crépitait comme un écho lointain de ma nouvelle réalité. J'avais 48 ans, et le monde entier semblait enfin me regarder, non pas avec pitié, mais avec une curiosité mêlée de surprise. J'avançais, vêtu d'une robe de satin noir, simple mais élégante, une création qui épousait mes formes sans les contraindre. Elle était, à bien des égards, le reflet de ma propre résilience. À mon bras, se tenait Thomas Leclerc. Son nom à lui, dans le monde des affaires, était synonyme de génie et de jeunesse. 36 ans à peine, un empire bâti sur l'intelligence artificielle. Il marchait avec une assurance tranquille, un soutien silencieux mais puissant. Il ne cherchait pas à m'éclipser, au contraire. Son simple fait d'être là magnifiait ma présence, lui donnait une légitimité nouvelle aux yeux d'une foule avide de jugements rapides. Je sentais le poids de son regard bienveillant, un ancrage au milieu de ce tourbillon. Les murmures se propageaient, s'élevaient au-dessus du cliquetis des verres et de la musique douce. Éléonore Dupont, vous vous rendez compte? La femme de Marc Dubois, enfin, son ex-femme. Mais qui l'eût cru, après tout ce qu'elle a traversé? Ces voix, je les reconnaissais. Elles appartenaient à ceux qui, il n'y a pas si longtemps, me voyaient comme une âme brisée, une victime silencieuse. Mon apparence d'aujourd'hui était en contraste saisissant avec l'image qu'ils avaient gardée de moi, celle d'une femme épuisée, amaigrie par la maladie et le chagrin. L'étonnement dans leurs yeux était palpable, presque un trophée silencieux que je ne cherchais pourtant pas à brandir. Je laissais mon regard glisser sur les visages familiers, ces masques de cordialité forcée, ces sourires de convenance. Je croisais des regards qui s'attardaient, d'autres qui se détournaient, mal à l'aise. Mon cœur, autrefois si vulnérable au jugement, battait désormais d'une cadence égale, paisible. Une paix intérieure, je l'avais cultivée, patiemment, après la tempête. Au détour d'un pilier orné, mon regard croisa une silhouette. C'était Marc. Il était là, plus loin, figé, son verre à la main. Un simple éclair de nos yeux, sans reconnaissance, sans émotion. Mon regard continua sa course, sans s'attarder, comme on effleure une cicatrice ancienne sans douleur. Il n'était plus qu'une anecdote dans mon histoire, une page tournée. Je respirais l'air de cette salle bondée, un air imprégné d'ambition, de faux semblants et de destin qui se tissaient et se défaisaient. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleinement présente, maîtresse de l'instant. L'Éléonore d'aujourd'hui, forte de ses 48 printemps et de ses cicatrices invisibles, n'était plus la même. Le chemin pour arriver ici avait été long, semé d'épreuves que je n'aurais jamais imaginées. Il avait fallu toucher le fond, tout perdre, pour enfin me retrouver. Et ce soir, sous les lumières du gala, je me souvenais du début, de l'instant précis où mon monde, celui que je croyais immuable, avait commencé à s'effriter. Ce souvenir, comme un murmure lointain, commençait à flotter dans mon esprit. Les lumières du gala s'estompaient, laissant place à une brume douce dans ma mémoire.
Une brume où les contours des choses, des visages, des émotions, se faisaient plus flous, plus lointains. C'était il y a seulement un an, mais cela me semblait une éternité. La vie, cette vie si prévisible que je pensais avoir construite, avait basculé sans prévenir. Une douleur aiguë, inattendue, m'avait cloué au lit d'hôpital après une chirurgie d'urgence. Des semaines entières passées entre ces murs blancs, sous le ronronnement incessant des machines, le tintement des perfusions. Mon corps, habituellement si robuste, était devenu un fardeau, chaque mouvement une épreuve. Ces semaines furent un puits de solitude. Je me souviens des draps immaculés, des odeurs d'antiseptiques, du balai incessant des infirmières. Je me souviens surtout du vide. Marc, mon mari depuis 4 ans, était censé être mon rocher. Pourtant, il était rarement là. Ses visites étaient de courts passages, toujours pressés. Il entrait, un air soucieux de façade sur le visage, mais ses yeux restaient rivés sur l'écran de son téléphone, répondant à des courriels urgents, prenant des appels d'affaires. Il parlait de la pression, du travail qui ne l'attendait pas, de son entreprise qui réclamait toute son attention. J'écoutais, ou du moins je faisais semblant d'écouter, ses plaintes sur le fardeau que représentait son succès. Chaque départ était un pincement au cœur. Il me laissait seul, face à mes pensées, face à la douleur physique qui ne me quittait pas. Je voyais les autres patients, leurs familles assises à leur chevet, les mains serrées, les mots doux échangés. Et moi, j'avais Marc. Ou plutôt, l'ombre de Marc. Je me disais qu'il m'aimait, bien sûr. Il travaillait si dur pour nous, pour notre avenir, pour cette vie confortable que nous avions. Il était un homme ambitieux, et l'ambition, pensais-je, exigeait des sacrifices. Je me répétais ces mots comme une litanie, une tentative désespérée de combler le vide qui grandissait entre nous, silencieusement, insidieusement. Je me souviens d'une nuit particulièrement difficile. La fièvre m'avait prise, la douleur irradiait dans tout mon corps. J'avais appelé Marc, son numéro, le seul que je composais. Il avait décroché, sa voix, d'abord assoupie, puis agacée. « Léonore, il est 2 heures du matin. Qu'y a-t-il encore ?» Je n'avais pas su quoi répondre. Juste que j'avais mal, que j'avais peur. Il avait soupiré, un soupir lourd de reproches silencieux. « Je ne peux rien faire à distance, tu le sais bien. Repose-toi. » Et il avait raccroché. Ce soir-là, quelque chose en moi s'était brisé, un petit morceau, imperceptible à l'œil nu, mais si réel. Ce n'était pas la fin, non. Ce n'était que le début de la fin. Mais à l'époque, j'étais trop faible, trop malade, trop aveuglé par l'espoir tenace d'un amour que je croyais indéfectible. Je voulais croire qu'il resterait, qu'il m'aimait. Je n'aurais jamais pu me tromper davantage. La solitude dans cette chambre d'hôpital était une compagne fidèle, bien plus fidèle que l'homme qui avait juré de m'aimer pour toujours. La brume de ce souvenir est encore parfois froide sur ma peau. La brume s'éclaircissait parfois, laissant apparaître des souvenirs plus précis, des images nettes de ce que fut notre mariage. Non pas les grands éclats, mais les petites fissures, celles que l'on ignore, que l'on colmate avec des excuses et des illusions, jusqu'à ce qu'elles deviennent des gouffres. Marc était un homme brillant, charismatique en apparence. Il savait captiver une audience, vendre une idée. Mais dans l'intimité de notre foyer, ou plutôt de son ambition, je commençais à percevoir une autre facette. Une facette plus froide, plus calculatrice. Je me souviens des réunions importantes chez iAnalytics, l'entreprise qu'il dirigeait. J'étais, moi aussi, une architecte de marque, une créatrice d'idées. Mon rôle, au début, était de l'ombre, une collaboratrice discrète mais essentielle. Je passais des nuits à peaufiner des concepts, à dessiner des schémas d'algorithmes, à donner une âme à des produits. Puis Marc prenait mes notes, mes esquisses, mes idées. Il les présentait au conseil d'administration comme les siennes. Mon équipe et moi avons développé ceci, disait-il, sa main effleurant parfois mon épaule dans un geste qui se voulait inclusif, mais qui sonnait faux. Mon travail, mes heures, ma sueur, devenaient, le nôtre, puis rapidement, le sien.
Je restais silencieuse, hochant la tête, croyant naïvement que le succès de l'un était le succès de l'autre. Après tout, nous étions une équipe, un couple. Mais au fond de moi, une petite voix commençait à murmurer. Marc ne m'encourageait jamais vraiment à prendre la parole en public, à revendiquer ma part. Il disait toujours, « Tu n'es pas faite pour la pression, Éléonore. Tu es trop sensible. Laisse-moi gérer les requins. » Ces mots, doux amers, étaient une cage dorée, une façon de me garder dans son ombre, de s'assurer que je ne lui ferais pas d'ombre. Les dîners mondains étaient d'autres épreuves. Marc rayonnait, racontant ses exploits, ses innovations. Parfois, il me présentait comme « ma femme », qui a un sens aigu des marques. Puis il s'empressait d'ajouter « mais elle préfère la discrétion ». Ce n'était pas un compliment. C'était une assignation, un rôle qu'il m'avait attribué. Je me sentais devenir un accessoire, une jolie potiche à son bras, au lieu d'une partenaire à part entière. Mon identité se diluait lentement, comme une aquarelle sous la pluie. Je n'étais plus Éléonore Dupont, la créatrice. J'étais Éléonore Dubois, la femme de Marc Dubois. Et puis, il y avait Chloé Lefebvre. Une jeune femme brillante, ambitieuse, qui venait d'intégrer l'entreprise. Marc lui accordait une attention particulière, des compliments appuyés, des discussions animées sur des sujets où, parfois, mes idées à moi n'avaient jamais trouvé d'écho. Je voyais leurs rires, leurs regards échangés. Je me disais que c'était professionnel, que Marc appréciait simplement son intelligence. Mais quelque chose en moi, un instinct primitif, me disait que c'était plus que cela. Une ombre, fine et insidieuse, s'insinuait dans les fondations de notre foyer, annonçant une tempête que je refusais encore de voir venir. Les fissures étaient là, invisibles pour la plupart, mais mon cœur, lui, les sentait vibrer sous le masque. Le souvenir de cette nuit-là est gravé en moi avec la netteté d'une lame froide. La chambre d'hôpital, habituellement un refuge de silence et de convalescence, s'était transformée en une scène cruelle. J'étais encore faible, mon corps courbaturé par l'opération, ma tête lourde de médicaments. Je m'attendais à voir Marc entrer, soucieux, soulagé, prêt à me ramener à la maison, à notre vie. L'image de notre appartement chaleureux, de nos soirées paisibles, était ma bouée. Mais ce ne fut pas Marc seul qui franchit le seuil. Il y avait une femme à ses côtés, une silhouette élancée que je reconnus immédiatement, Chloé Lefebvre. Elle était là, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, un sourire figé sur les lèvres, un regard de défi à peine voilé. Marc, lui, tenait une pile de documents. Son visage était impassible, dur, étrangement détaché. Il n'y avait plus une once de l'homme que j'avais épousé, pas même une trace du souvenir de l'amour qui nous avait, je le croyais, unis. Il s'approcha du lit, laissant tomber les papiers sur mes genoux, comme si j'étais une employée en retard sur une échéance. « Signe-les, Éléonore », dit-il d'une voix sèche, dénuée de toute émotion. C'étaient des papiers de divorce. Le mot lui-même semblait étrange, irréel, dans la quiétude oppressante de la chambre. Ma bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Les mots s'effondraient dans ma poitrine, tout comme l'espoir auquel je m'accrochais désespérément. Chloé, à côté de lui, tapa négligemment ses ongles manucurés sur la barre de mon lit d'hôpital. Un geste si anodin, et pourtant si plein de dédain. Mon pouls s'affola, ma respiration se fit courte, paniquée. Marc, lui, poursuivit, ses paroles perçant le silence comme des éclats de verre. « Je ne peux plus vous porter, Éléonore, et franchement, je ne le souhaite plus. Le Conseil pense que votre état vous rend instable. Il est préférable de nous séparer en douceur. » Il marqua une pause, ajustant sa montre, une Rolex clinquante qui brillait sous la lumière blafarde de la pièce. « Et ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait déménager vos affaires. » Déménager mes affaires. Mes affaires. Je venais de subir une intervention chirurgicale. Je pouvais à peine marcher sans aide. C'était sa réponse. « Ce n'est plus mon problème, Éléonore, » rétorqua-t-il, comme si la conversation l'ennuyait profondément. « J'ai un avenir à protéger, et vous n'en faites plus partie.
Ma vision se brouilla, la pièce sembla tanguer. Mon cœur se serra sous le poids de la trahison, comme une étreinte glacée. Le moniteur à mon chevet s'emballa, un rythme frénétique, un écho à la panique qui m'envahissait. Je m'agrippai au drap, luttant pour ne pas perdre connaissance. Marc et Chloé se tournèrent pour partir, leurs pas résonnant froidement sur le carrelage. Tandis qu'ils s'éloignaient, main dans la main, je réalisai. Je n'avais plus de maison. Plus de travail. Plus d'alliés. Plus rien. Seulement un corps à peine remis, et une âme qu'il venait d'anéantir. La baffe du destin avait été cinglante, assénée au moment le plus vulnérable de ma vie. Je restais là, seul, le mot fardeau résonnant encore dans le vide de la chambre. Les jours qui suivirent cette nuit sinistre à l'hôpital furent un lent cheminement vers le fond. Mon monde s'était effondré, non pas en un grand fracas, mais en poussière fine, imperceptible. Je me suis retrouvé dans le taxi, les mains serrées sur une fine couverture d'hôpital qu'une infirmière, la seule à m'avoir témoigné un peu d'humanité, avait insisté pour que je prenne. L'odeur de vieux cuir et de pluie dans la voiture m'enveloppait. Je regardais les lumières de la ville défiler, indifférente à ma détresse. Une douleur sourde me vrillait l'abdomen, rappel constant de ma récente opération. Je n'étais, physiquement, qu'une ombre de moi-même. Le taxi s'arrêta devant une petite rue étroite, à l'ouest de Paris, un appartement en location temporaire que mon amie Clara avait déniché à la dernière minute. Un immeuble ancien, sans ascenseur. Le chauffeur m'aida à sortir, son front se plissant d'inquiétude quand je titubais. « Je vais bien », murmurai-je, esquissant un sourire faible. Mais en fixant la volée de marche raide menant à mon nouveau chez-moi provisoire, mon cœur s'alourdit. Je n'étais pas sûr de pouvoir soulever mes propres jambes. Étape après étape, chancelante, je grimpais, me hissant en m'accrochant désespérément à la rampe. Quand j'atteignis le palier, ma respiration était courte, des gouttes de sueur perlaient à ma racine des cheveux. Je m'appuyais contre le mur, laissant le vertige me submerger. L'intérieur de l'appartement était à peine meublé, un vieux canapé fatigué, une seule lampe au coin, une légère odeur de poussière. Marc avait tout pris. Les meubles, la vaisselle, même les photographies encadrées de nos souvenirs. Il m'avait envoyé un message laconique plus tôt, « Vos affaires ne convenaient pas à mon nouvel espace. Faites-en ce que vous voulez. » Mes affaires, ma vie. Je m'affalais sur le canapé, chaque muscle protestant. Le vide en moi résonnait, un écho dans une maison vide. J'enlaçai mes bras autour de mes côtes, comme pour me maintenir ensemble par la force, mais le silence ne dura pas. Mon téléphone vibra. Une notification de ma banque. Puis une autre. Et une autre. Je clignai des yeux devant l'écran. Le compte gelé pour activité suspecte. Virement demandé par le propriétaire autorisé. Le propriétaire autorisé. Marc. Il ne m'avait pas seulement abandonné. Il m'avait coupé de la dernière once de stabilité que j'avais. Ma gorge se serra. Je tentais de calmer ma respiration, mais la panique, inévitable, montait en moi. Je n'avais plus rien. Pas de revenus, pas d'économie, pas de famille, et un corps qui menaçait de lâcher à tout moment. Le tonnerre roula au loin. La pluie, d'abord légère, puis plus forte, claqua contre la fenêtre, comme si la ville elle-même pleurait pour moi. Je me recroquevillai lentement sur le canapé, serrant la mince couverture d'hôpital. Mes yeux me piquaient, mais aucune larme ne coulait. Je n'avais même plus la force de pleurer. C'est alors qu'une sonnette retentit. Une livraison, je pensais. Je n'avais rien commandé. Je me traînai jusqu'à l'interphone. « Bonjour. » « Un colis pour Éléonore Dupont », dit une voix masculine. J'hésitais. La trahison de Marc m'avait appris à ne plus faire confiance aveuglément. Finalement, j'ouvris la porte d'entrée et descendis les escaliers lentement, m'agrippant à la rampe pour me soutenir. Le livreur se tenait sous un petit auvent, la pluie ruisselant de sa veste. Il tenait une élégante enveloppe noire, bien trop raffinée pour être du courrier indésirable ou une erreur. « Pour vous », dit-il.
Je signai d'une main tremblante. De retour dans l'appartement, je m'assis sur le canapé, fixant l'enveloppe comme si elle allait exploser. Mon nom y était gravé en argent, une écriture précise et coûteuse. Pas d'adresse d'expéditeur. Puis, je remarquai le seau de cire, un écusson que j'avais déjà vu. Cross Rivers. Mon souffle se coupa. C'était la compagnie de Thomas Leclerc, le plus jeune PDG milliardaire du pays. L'homme que Marc idolâtrait et secrètement craignait. Pourquoi un homme comme Thomas Leclerc m'enverrait-il quelque chose, à moi? Mon cœur tambourinant, je brisai le seau. À l'intérieur, une simple carte. Éléonore Dupont. Nous devons nous rencontrer aujourd'hui. Je relus la carte encore et encore. Aucune explication, aucune raison, aucun indice de ce qu'il voulait. Mais au moment où je tenais la lettre, quelque chose frissonna dans ma poitrine, un sentiment que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis des semaines. L'espoir. Un espoir vif, terrifiant, fragile. Je me levai lentement, serrant la carte. Pour la première fois depuis l'hôpital, je sentais une direction me tirer vers l'avant. La fin du gouffre s'annonçait peut-être. L'invitation de Thomas Leclerc était arrivée dans ma vie comme une énigme, une lueur fragile que j'osais à peine effleurer. Mon chemin vers sa tour, ce matin-là, fut une procession silencieuse, mais pas incertain sur les trottoirs de Paris. Chaque souffle était un effort, chaque battement de cœur une interrogation. Le bâtiment lui-même était une prouesse d'architecture, un monolithe de verre et d'acier qui s'élançait vers le ciel, sa surface polie reflétant l'azur matinal. L'entrée était vaste, immaculée, le personnel d'accueil d'une politesse formelle, presque royale. Je me sentais minuscule, déplacé, une ombre pâlie dans cet écrin de perfection. L'ascenseur s'éleva sans bruit, me portant vers des hauteurs que je n'aurais jamais cru atteindre. Chaque étage qui défilait était un rappel de l'abîme qui séparait mon monde d'aujourd'hui de celui de Thomas Leclerc. La porte s'ouvrit sur un couloir élégant, baigné d'une lumière chaude et indirecte. Une musique jazz douce flottait dans l'air, un contraste étrange avec la tension qui serrait ma poitrine. Tout était intentionnel, maîtrisé, l'exact opposé du chaos qui était devenu ma vie. Une femme aux cheveux tirés en chignon, vêtue d'un blazer noir impeccable, s'approcha. « Madame Dupont, Monsieur Leclerc vous attend. » Ces mots ont fait courir un frisson le long de ma colonne vertébrale. Je la suivis dans une vaste salle de réunion, où d'immenses baies vitrées offraient une vue imprenable sur les toits de Paris. Une longue table de conférence s'étendait au centre, vide, à l'exception d'un unique dossier en cuir noir, posé avec une précision chirurgicale à l'extrémité. Thomas Leclerc se tenait là, debout, son profil se découpant sur le panorama de la ville. Il portait une chemise simple, anthracite, sans cravate, dégageant une assurance tranquille, qui n'avait besoin d'aucun artifice. « Éléonore » a-t-il dit, comme si nous étions de vieilles connaissances. Sa voix était douce, mesurée, d'une chaleur inattendue. « Merci d'être venu. » Je déglutis, me sentant nu sous son regard. Il me scrutait avec une attention perçante. Je sentais qu'il voyait au-delà de ma fatigue, de ma douleur, des fragments déchirés de mon existence. Il m'a fait signe de m'asseoir sur la chaise en face de lui. Mes jambes tremblaient légèrement, mais je m'assis avec toute la dignité qu'il me restait. « Vous m'avez fait appeler, Thomas. » Je ne suis pas entièrement sûr de la raison. Il a hoché la tête, son regard ne me quittant pas. « Asseyez-vous. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Il a fait glisser le dossier en cuir vers moi. « Ouvrez-le. » Mes doigts, encore faibles, tremblaient en soulevant la couverture. À l'intérieur, des feuilles imprimées. Des diagrammes complexes, des cadres de codage, des graphiques algorithmiques. Mon souffle s'est coupé. Je les reconnaissais. Immédiatement. Sans l'ombre d'un doute. Non pas des copies approximatives, non pas des versions modifiées, mais des répliques exactes des modèles que j'avais créés 2 ans plus tôt. Le travail que j'avais griffonné dans mes carnets, pendant mes longues nuits au bureau, alors que Marc dormait ou se vantait de ses futures percées. Le travail que je pensais perdu à jamais,
que Marc avait prétendu que j'avais mal classés, négligemment. Ce sont les miens, ai-je murmuré, ma voix tremblante d'une émotion inattendue, mêlant la stupéfaction à une colère sourde qui commençait à monter en moi. Comment avez-vous obtenu ces documents? Thomas a regardé par la fenêtre un instant, puis ses yeux se sont posés à nouveau sur moi, empreints d'une gravité tranquille. Parce que votre mari, Marc Dubois, a tenté de me les vendre le mois dernier. Le monde a basculé une nouvelle fois, d'une manière différente cette fois-ci. Un vertige m'a saisi, plus puissant que celui de la maladie. Marc avait osé. Il avait volé ma sueur, mon esprit, mes heures de sacrifice. Thomas a continué, sa voix méthodique, implacable. Sa présentation était bâclée, incohérente, et franchement, pas de son style. J'ai donc creusé plus profondément. Votre nom était intégré dans les métadonnées des fichiers originaux. Il s'est penché en avant, son regard se faisant plus intense. Marc vous a volé cela, Éléonore. J'ai fermé les yeux, serrant le dossier contre ma poitrine pour me stabiliser. J'avais soupçonné Marc de trahison, bien au-delà de la cruauté émotionnelle de notre séparation. Mais voir la preuve, cette preuve indéniable et technique, c'était autre chose. C'était une déflagration. Une déflagration qui pulvérisait les dernières bribes de doute, les dernières excuses que j'avais pu chercher pour lui. C'était une trahison calculée, froide, d'une ampleur que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon cœur battait la chamade, une douleur physique s'ajoutant à la blessure morale. Thomas m'a observé, son expression se faisant plus compréhensive. Je vous dis cela parce qu'il prévoit d'utiliser votre travail lors d'une conférence la semaine prochaine. S'il conclut la vente, il repartira avec plusieurs millions d'euros, et vous, avec rien. Ma gorge s'est serrée, une vague de nausée m'a parcouru. Pourquoi me dites-vous cela? Que voulez-vous de moi? Ma voix était un murmure à peine audible, chargé d'une suspicion encore tenace. Je ne pouvais pas croire à une gentillesse désintéressée, pas après tout ce que j'avais traversé. Le regard de Thomas s'est durci, non pas envers moi, mais envers l'homme qui m'avait fait tant de mal. Parce que je n'aime pas les voleurs, a-t-il déclaré, sa voix empreinte d'une conviction inébranlable. Et parce que iAnalytics s'écroule plus vite qu'il ne le réalise. Il a fait une pause, laissant le poids de ses prochains mots s'installer lourdement dans l'air. Et parce qu'Éléonore, vous êtes la clé pour le faire tomber. Je le fixais, le cœur martelant ma poitrine. Marc m'avait tout pris. Il m'avait laissé à terre, dépouillé de tout, même de mon identité professionnelle. Et maintenant, cet homme, Thomas Leclerc, le titan du monde des affaires, m'offrait une arme. La vérité. Une vérité qui pouvait libérer, ou détruire. Une flamme nouvelle s'allumait en moi, une étincelle, petite et fragile au début, mais bien réelle. Une étincelle de colère froide, de dignité retrouvée, et d'un espoir ardent pour la justice. Il ne s'agissait pas de vengeance, non. Il s'agissait de ce qui était juste. De ce qui était à moi. Je l'ai regardé, fixement. Son calme, sa certitude, son offre, tout cela commençait à résonner en moi, non pas comme une manipulation, mais comme une proposition de rétablissement. Mon esprit, embué par la douleur et la trahison, commençait à s'éclaircir. Marc avait voulu m'effacer. Thomas, lui, semblait vouloir me rendre ma place. La décision n'était pas facile. Elle était lourde de danger. Mais le sentiment de dégoût envers l'injustice, envers ce que Marc m'avait fait, était bien plus puissant que la peur. Un choix s'offrait à moi. Continuer à me cacher, à panser mes plaies en silence, ou me lever, aussi faible fût-je, et lutter pour ma vérité. La confirmation par Thomas de la valeur de mon travail, cette valeur que Marc avait toujours minimisée ou volée, était un baume inestimable pour mon âme blessée. Je sentais le pouvoir de cette vérité, le potentiel qu'elle recelait. C'était un tournant. Je n'étais plus seulement une victime. Je pouvais être une actrice de ma propre justice. Thomas aperçut ma réflexion, mon hésitation. Il a attendu, sans hâte, sans pression.
Son silence était un espace, un respect pour le processus interne que je traversais. Ce respect était un cadeau précieux, un rare sentiment dans le tourbillon de ma vie récente. Je me sentais un peu moins seule, un peu plus forte, face à l'ampleur de la tâche. La colère et l'indignation commençaient à se mêler à une détermination tranquille. La vérité était une épée. Et j'étais prête à la brandir. Le dossier de Thomas Leclerc reposait devant moi, lourd de vérités amères. La révélation de son enquête, de son savoir sur Marc, avait ébranlé mes dernières défenses. Il avait admis avoir surveillé Marc, et par extension ma vie, pour comprendre l'ampleur de la fraude. Une part de moi s'était sentie trahie, mais la clarté qu'il apportait était un baume, étrangement. Marc ne m'avait pas seulement volé, il m'avait rendue dangereuse pour lui. Alors que je tentais de digérer cette avalanche, mon téléphone a vibré, puis une seconde fois, et une troisième. Des notifications. Thomas m'a fait signe de les regarder. Le premier message était une vidéo. Je l'ai lancé d'une main tremblante. L'écran de mon téléphone s'est illuminé, dévoilant Marc. Il se tenait dans ce qui avait été notre salon, un espace autrefois chaleureux, désormais dépouillé et froid, tout comme lui. Il était adossé nonchalamment au comptoir de la cuisine, un petit objet familier entre ses doigts. Mon carnet. Mon carnet où j'avais noté mes premières idées, mes intuitions d'algorithme. Celui que je pensais avoir perdu pour toujours, disparu pendant mon séjour à l'hôpital. Son visage, empreint d'une suffisance écœurante, s'est tourné vers la caméra. Éléonore ne survivra pas sans moi, a-t-il déclaré, sa voix empreinte d'une moquerie à peine voilée. Elle n'a jamais pu. Et après le gala, elle n'aura plus aucune raison d'essayer. Mon estomac s'est tordu violemment. Il a continué, le regard luisant. J'ai effacé toute trace de son travail, chaque fichier, chaque note. Il a ricané, tapotant mon carnet contre sa paume, un geste d'une désinvolture terrifiante. Et une fois cet accord signé, personne ne saura jamais qu'elle y a eu la moindre part. La vidéo a tremblé légèrement alors qu'il se dirigeait vers la porte. Lacey elle essaie de riposter, il a haussé les épaules avec un dédain qui m'a glacé, elle est trop faible, trop instable. Le conseil le croit déjà, et bientôt, tout le monde le croira aussi. L'écran est devenu noir. Mon souffle s'est déchiré de mes poumons. J'avais anticipé la trahison, la manipulation. Mais l'entendre me déclarer insignifiante, inexistante, comme une note de bas de page jetable, a gravé quelque chose de brut et de furieux dans mes os. C'était bien au-delà de la cruauté. C'était une tentative d'assassinat de mon être tout entier. Mes doigts se sont enfoncés dans le bord de la table, mes jointures blanchissant. Je ne peux pas croire que j'ai épousé cet homme, ai-je murmuré, ma voix étranglée. Thomas se tenait à quelques pas, les bras croisés. Son expression, jusqu'alors neutre, s'était assombrie, d'une gravité implacable. Vous n'avez pas épousé un homme, Éléonore. Vous avez épousé un masque. Ma poitrine tremblait d'une colère sourde. Il pense vraiment qu'il peut m'effacer? Thomas s'est rapproché, son regard posé sur moi, intense. Seulement si vous le laissez faire. Marc ne s'arrêtera pas. Il a bâti sa vie sur un château de cartes fait de vos idées et de vos efforts. Si vous parlez, tout s'écroule. Il tentera de vous effacer complètement, Éléonore. Pas seulement de sa vie, mais du monde des affaires, de la mémoire de quiconque vous a connu. Il s'assurera que vous n'ayez plus ni crédibilité, ni réputation, ni même la possibilité de recommencer. Un frisson m'a parcouru. L'image de Marc brûlant mon carnet, ce geste de destruction délibérée, a résonné avec les paroles de Thomas. La dangerosité de Marc, cette rage silencieuse que je n'avais fait qu'entrevoir par bribes, était maintenant pleinement révélée. Il était acculé, et un homme acculé est le plus dangereux de tous. Soudain, la porte s'est ouverte et un homme est entré, avec une assurance familière. C'était Olivier Moreau. L'ancien associé de Marc chez iAnalytics, un homme que je connaissais.
Il avait disparu de la circulation après un scandale interne que Mark avait toujours refusé d'évoquer. Son visage était marqué par la fatigue, ses yeux trahissaient une dureté nouvelle, une connaissance des ombres. Il a salué Thomas d'un signe de tête. « Monsieur Leclerc, la situation est plus complexe que prévu, » a dit Olivier, sa voix grave. Il s'est tourné vers moi, son regard s'adoucissant légèrement. « Éléonore, vous êtes en plus grand danger que vous ne le réalisez. Mark n'a pas seulement volé votre travail. Il l'a utilisé comme monnaie d'échange. Il a vendu un accès classifié, des informations sensibles, à des organisations qui opèrent en dehors de toute légalité. Des organisations qui ne pardonnent pas les dettes. Et il a utilisé vos accréditations, votre nom, pour le faire. Mes genoux ont failli flancher. Quoi? Non. Non, je n'ai jamais. Olivier a hoché la tête. Nous savons que vous n'avez pas agi sciemment. Mais cela n'a aucune importance pour eux. Votre nom est sur les documents. Vous êtes un maillon, une preuve vivante de leur implication. La peur, une bête froide et paralysante, a serré ma poitrine. Je n'étais plus seulement la victime d'un mariage brisé, d'un vol. J'étais impliqué dans quelque chose de bien plus grand, de bien plus sombre. Des millions d'euros étaient en jeu, oui, mais aussi des vies, des secrets. Thomas a pris la parole. C'est pour cela que je vous ai contacté, Éléonore. Pas seulement pour le vol, mais pour vous protéger. Mark a creusé un trou tellement profond qu'il va vous y entraîner avec lui si vous ne faites rien. Il a tendu la main vers moi, me montrant l'enveloppe que j'avais apportée. Ce dossier. La preuve. C'est votre seule chance. Je sentais le vertige me reprendre, mais cette fois, ce n'était pas la faiblesse du corps, mais l'ampleur de la décision. Combattre signifiait affronter Mark, affronter des organisations obscures. Continuer à me cacher signifiait l'anéantissement de mon identité, de mon travail, et une vie de peur. J'ai repensé à Mark dans la vidéo, ce ricanement suffisant, cette volonté de m'effacer. Ce n'était pas de la vengeance que je voulais. C'était la vérité. La vérité sur mon travail. La vérité sur mon nom. La vérité sur ma vie. Je ne peux pas continuer à fuir, ai-je murmuré, ma voix se raffermissant avec chaque mot. Il faut que cela s'arrête. Pour ma dignité. Pour la justice. Mon cœur battait la chamade, mais une détermination froide s'était installée. C'était une décision irréversible. Je ne pouvais plus reculer. Mark, de son côté, était en train de s'enfoncer dans sa propre spirale. Olivier a expliqué que Mark avait perdu le contrôle. Son entreprise, iAnalytics, était au bord du gouffre. Les dettes s'accumulaient. La vente de mon algorithme à Thomas Leclerc aurait dû le sauver, mais la suspicion de Thomas l'avait exposé. Sa paranoïa, sa rage, étaient à leur paroxysme. Il était prêt à tout. À n'importe quoi. Pour se protéger, il était prêt à me faire taire définitivement. Je me suis levé, ma douleur physique semblait s'être estompée, remplacée par une force intérieure nouvelle. La faiblesse de mon corps n'était qu'une illusion. La véritable force venait de ma volonté, de mon esprit. Je n'avais plus peur de Mark. Je n'avais plus peur de ce qu'il pouvait me faire. J'avais peur de ce que je deviendrais si je ne me battais pas. Thomas m'a regardé, ses yeux reflétant ma propre détermination. « Éléonore, a-t-il dit, il ne s'agit plus de survie. Il s'agit de récupérer votre nom, votre travail, votre dignité. Et le gala est le seul endroit où le monde entier regarde. » Je savais ce que je devais faire. La peur était un carburant. La justice, ma destination. Si vous m'écoutez encore à ce stade, je vous prie de bien vouloir laisser le chiffre 1 en commentaire ci-dessous. C'est ainsi que je saurai que des amis continuent de m'accompagner tout au long de ce parcours. Votre présence est le plus grand des encouragements pour que je puisse vous raconter la dernière partie de cette histoire. La décision était prise. Irrévocable. Je me sentais vibrer d'une énergie nouvelle, étrange,
qui balayait la peur et l'incertitude. J'allais me battre. Pour ma vérité, pour mon nom. Thomas Leclerc, lui, préparait déjà le terrain, orchestrant en silence les prochaines étapes. Olivier Moreau, cet homme que je n'avais pas vu depuis des années, était devenu un allié inattendu, une source d'informations précieuses sur les profondeurs de l'abîme où Marc s'était aventuré. Mais la quiétude de cette préparation fut de courte durée. Le soir même, le pantouse de Thomas fut soudainement déchiré par un hurlement strident. L'alarme de sécurité. Les lumières chaudes et dorées du salon virèrent au rouge pulsatile, plongeant la pièce dans une ambiance tendue, urgente. L'enveloppe que je serrais encore dans ma main faillit m'échapper. Thomas était déjà en mouvement, son visage d'ordinaire si calme s'était transformé, aiguisé par la vigilance. « Restez derrière moi », a-t-il ordonné, sa voix basse mais ferme, sans la moindre hésitation. La styliste et l'assistante médicale, présentes pour veiller à mon bien-être, pâlirent, cherchant refuge. Mon cœur cognait à tout rompre. J'étais loin d'être préparé à un nouveau choc. Un agent de sécurité a fait irruption quelques secondes plus tard, le souffle court. « Monsieur Leclerc, quelqu'un a forcé l'ascenseur privé. Ils ont contourné le verrou biométrique. » Qui ? Une seule personne à Paris, dans mon univers, aurait pu posséder les moyens et l'audace d'un tel acte. Marc. Marc, ai-je murmuré, la nausée m'envahissant. Thomas a confirmé ma pensée, son regard s'assombrissant. Il a dû vous suivre ici. L'idée que Marc puisse violer ce sanctuaire, ce lieu où je me sentais enfin en sécurité, a fait craquer quelque chose de profond en moi, aussi coupant que du verre brisé. J'avais autrefois fait confiance à cet homme de ma vie. Maintenant, j'étais certaine qu'il n'hésiterait pas à la prendre. Thomas s'est tourné vers l'agent. Scellez l'étage supérieur. Aucune sortie avant mon ordre. L'agent a disparu aussi vite qu'il était apparu. J'ai posé ma main sur ma poitrine, tentant de calmer mon cœur affolé. Pourquoi fait-il cela? S'il concluait l'accord, il serait hors de ma vie pour toujours. Thomas s'est rapproché, sa voix plus douce. Il n'a pas conclu l'accord. Pas encore. Vous détenez encore les pièces manquantes. Et il sait ce qu'il attend si vous exposez la vérité. La vérité? La preuve dans mon enveloppe? Je la serrai plus fort. Thomas, ai-je chuchoté, et s'il me prend cela? Il ne le fera pas, a-t-il répondu, sa voix empreinte d'une certitude rassurante. Pas ce soir. Mais au moment même où il parlait, des pas ont résonné devant les portes doubles, lents, mesurés, sinistres. Mon souffle s'est bloqué. Le son était indubitable. Thomas s'est positionné entre moi et l'entrée. Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu l'étouffer. Thomas a levé la main pour signaler l'agent. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une déflagration a explosé dans l'espace. Les portes doubles ont volé en éclats, s'écrasant contre les murs avec une telle violence qu'elles se sont brisées. Les agents de sécurité à l'extérieur ont chancelé, désarmés en un geste brutal. Je ne pouvais plus respirer. Marc Dubois se tenait dans l'embrasure, trempé par la pluie, sa poitrine haletante, ses yeux sauvages, tordus par le désespoir. Il ne ressemblait en rien à l'homme que j'avais épousé. Il était dément. « Éléonore » a-t-il grogné, ignorant tout le monde dans la pièce. « Vous venez avec moi. » Thomas a fait un pas en avant, sa voix d'acier. « Elle ne va nulle part avec vous. » Marc a ri, un rire glaçant, brisé. « Vous croyez qu'elle veut rester avec vous? Vous croyez qu'elle ferait confiance à un homme qui l'espionne depuis des mois? » J'ai figé. Thomas s'est tendu. Marc a ricané, essuyant la pluie de son front. Oh, elle ne le savait pas. Vous ne lui avez pas dit comment vous connaissiez chaque détail de sa vie. Comment vous avez obtenu son dossier? Comment vous avez suivi sa position avant même de la rencontrer? Mon pouls s'est arrêté. Thomas, ai-je murmuré, reculant. Et qu'est-ce qu'il raconte? Thomas n'a pas quitté Marc des yeux. Il déforme la vérité.
Mais le sourire de Marc s'est élargi. Et dis-lui, Leclerc. Dis-lui la vraie raison pour laquelle tu la voulais à ce gars-là. J'ai senti l'enveloppe glisser légèrement de mes doigts tremblants. À cet instant, je n'étais soudainement plus sur lequel des deux hommes dans la pièce je devais craindre le plus. Le pantouf semblait trop petit pour nous trois. Marc bloquait l'entrée, tel un orage prêt à frapper. Thomas se tenait ferme, les épaules carrées, refusant de céder un pouce d'espace. Dites-le, a sifflé Marc. Dites-lui depuis combien de temps vous la surveillez. Comment vous avez fouillé chaque dossier portant son nom. Comment vous n'êtes pas tombé par hasard dans sa vie, mais que vous l'avez infiltré. Thomas n'a pas scié. Mais il n'a pas nié non plus. Ma gorge s'est serrée. Thomas, s'il vous plaît, dites-moi qu'il ment. Finalement, Thomas s'est tourné vers moi. Son expression n'était pas froide. Elle était peinée, tiraillée, comme si ce moment attendait au bord de ses décisions depuis trop longtemps. Il déforme la vérité, a dit Thomas, sa voix calme. Mais il y a une part de vérité. Les mots m'ont frappé comme un coup. Marc a ri, un son rauque et laid. Une part de vérité? Vous avez engagé des détectives privés pour suivre ses moindres faits et gestes. Vous avez collecté ses anciens dossiers de projet. Vous saviez même pour son opération avant qu'elle ne quitte l'hôpital. J'ai chancelé, la main sur mon estomac. Est-ce vrai, ai-je murmuré. Thomas s'est avancé doucement, lentement, comme on approche quelqu'un de blessé. Éléonore, écoutez-moi. Tout ce que j'ai fait, chaque étape, était pour comprendre comment iAnalytics manipulait ces données. Et plus j'ai creusé, plus j'ai réalisé que la victime, c'était vous. Ce n'était pas une réponse complète. Je ne vous surveillais pas vous, a-t-il dit. Je surveillais lui. Marc a ricané, levant les yeux au ciel. Quel noble héros. La mâchoire de Thomas s'est serrée. Vous voliez son travail. Vous enterriez des pistes financières sous son nom. Vous en avez fait une responsabilité, tout en profitant de son génie. C'est pourquoi j'ai enquêté. Non pas pour vous manipuler, mais pour vous protéger. Mes yeux se sont remplis, non pas de larmes, mais d'une confusion et d'une douleur croissante dans ma poitrine. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Parce que vous vous noyiez, a dit Thomas doucement. Et je ne voulais pas que vous pensiez que je vous jetais un poids supplémentaire au lieu d'une bouée de sauvetage. Marc a fait un pas en avant, ignorant le grognement d'avertissement d'un agent de sécurité. Voyez, il pense pouvoir tout arranger. Il ne vous protège pas, Éléonore. Il contrôle le récit, tout comme je l'ai fait. J'ai frémi à la comparaison. Le regard de Thomas s'est aiguisé. Ne me mettez jamais dans la même catégorie que vous. Mais le doute s'infiltrait déjà dans mes pensées comme un poison. Ma voix tremblait. Thomas, saviez-vous vraiment pour mon opération avant que je ne vous le dise? Il a hésité une seconde de trop. Mon estomac s'est tordu. Marc a ricané de triomphe. Thomas a expiré, vaincu. Oui, je le savais. Mon monde a basculé à nouveau. Thomas a fait un pas en avant. Je ne vous ai pas approché parce que vous étiez faible. Je vous ai approché parce que vous étiez en danger. Vous l'êtes toujours. Marc a claqué. Ne l'écoutez pas. Vous croyez qu'il se soucie de vous? Il ne se soucie que d'une chose, faire tomber mon entreprise. Vous êtes un outil pratique, tout comme vous l'étiez pour moi. Mes genoux ont failli céder. Arrêtez. Arrêtez tous les deux. J'ai pressé une main sur mon front, ma vision brouillée. La trahison de Marc, les demi-vérités de Thomas, la peur qui se tordait en moi. Tout s'entrechoquait dans un brouillard étourdi. Thomas a tendu la main vers moi. Marc s'était lancé en avant. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse me toucher, le bâtiment a tremblé d'une forte explosion venant d'en bas. Les lumières ont vacillé. Des sirènes ont retenti dans le Penthouse. La voix de l'agent de sécurité a grésillé à l'interphone. Brèche de confinement. Intrusion multiple, affiliation inconnue.
L'expression de Thomas s'est assombrie en un instant. Les yeux de Marc se sont écarquillés. Mais je suis resté figé, mon cœur battant d'une terreur nouvelle. Parce que les intrus ne venaient pas pour Thomas. Ils venaient pour moi. Le Penthouse a tremblé à nouveau, cette fois assez fort pour qu'un vase en cristal bascule d'une table et se brise sur le sol de marbre. J'ai tressailli alors que des éclats filaient vers mes pieds. Marc a juré entre ses dents, jetant un regard affolé vers le couloir privé menant aux ascenseurs. Thomas agit instantanément, attrapant mon bras et me tirant derrière lui. Les lumières ont vacillé encore 2 fois avant que le panneau d'urgence ne s'allume, éclairant la pièce d'une lueur argentée inquiétante. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je murmuré, ma voix frêle de panique. L'expression de Thomas était acérée comme une lame de rasoir. Quelqu'un a forcé la couche de sécurité secondaire. Cela ne devrait pas être possible à moins que... La voix de l'agent de sécurité a grésillé à nouveau à l'interphone. L'unité tactique inconnue, masquée, armée. Ils exigent l'accès au niveau Penthouse. J'ai senti mon sang se glacer. Pourquoi quelqu'un voudrait-il? Marc m'a coupé avec un rire amer. Oh, allons, Éléonore. Reliez les points. Vous croyez que Leclerc est le seul à vous surveiller? Vous croyez que m'exposer ne va pas marcher sur les mauvais pieds? Vous faisiez partie de tous les projets majeurs chez iAnalytics. Vous avez touché à des données sensibles que Marc n'était pas censé avoir. Thomas lui a lancé un regard meurtrier. Et à qui la faute? Vous avez volé son travail. Vous l'avez entraîné là-dedans parce que vous étiez trop incompétent pour construire quoi que ce soit de réel. Mais Marc n'écoutait pas. Sa respiration était rapide, inégale, son visage pâle sous l'éclairage d'urgence. « Ils ne sont pas là pour moi », a-t-il marmonné, reculant vers le comptoir de la cuisine. « Ils sont là pour elle. » Mes genoux ont fléchi. « Moi ? Pourquoi ? Parce que vous êtes le seul maillon faible, a claqué Marc. Une fois que vous aurez disparu, rien ne liera les données volées à moi. Rien ne prouvera que j'ai forgé votre nom. Rien ne prouvera que j'ai utilisé votre algorithme sans permission. Une fois que vous aurez disparu, l'accord sera propre. Mon cœur a failli s'arrêter. Êtes-vous en train de dire que vous les avez envoyés? Marc m'a regardé, et pendant une fraction de seconde, une seule, j'ai vu la culpabilité vaciller derrière ses yeux. Ils n'étaient pas censés venir ici, a-t-il murmuré. Ils étaient censés vous intercepter avant que Leclerc ne s'en mêle. J'ai chancelé en arrière. Ma respiration se faisait par à-coups, rapide et superficielle. La voix de Thomas est devenue d'un calme mortel. Vous avez mis sa vie en danger pour de l'argent. Pathétique. Marc a secoué la tête frénétiquement. Vous ne comprenez pas ces gens. Ils ne laissent pas les responsabilités s'en aller. Et Éléonore, elle est la plus grande de toutes les responsabilités. L'ascenseur a retenti. Un écho métallique qui ressemblait à une lame pressée contre la nuque. Thomas a bougé instantanément. Éléonore, derrière le mur de sécurité. Bougez. Il a pressé sa main contre un panneau biométrique caché. Un mur coulissant a commencé à s'ouvrir, lentement, trop lentement. Je me suis précipité vers lui, mes jambes tremblantes, serrant l'enveloppe, détenant la preuve qui pourrait détruire Marc. Mais avant que je ne puisse atteindre la sécurité, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Un groupe d'hommes masqués est entré dans le Penthouse, leurs bottes silencieuses sur le marbre, leurs armes levées. Ils se déplaçaient avec une précision militaire. J'ai figé. Marc a attrapé mon bras par derrière, me tirant en arrière comme un bouclier. « Vous venez avec moi » a-t-il sifflé. « Ils ne tireront pas si je vous tiens. »« Lâchez-la » a rugi Thomas, avançant vers eux. L'un des hommes masqués a levé la main, ordonnant à Thomas de s'arrêter. Je ne pouvais plus respirer. Je pouvais à peine penser. Puis l'intrus principal a parlé. Non pas à Thomas, ni à Marc, mais directement à moi. Madame Dupont, a dit la voix masquée, froide et délibérée. Vous devez venir avec nous.
Vous n'êtes en sécurité avec aucun de ces hommes. Marc et Thomas se sont figés tous les deux. Mon cœur a martelé. Parce que la voix derrière le masque, je la reconnaissais. L'homme masqué a fait un pas en avant, ses bottes silencieuses sur le marbre, son arme abaissée mais prête. Mon souffle s'est bloqué. Je connaissais cette voix. Un léger accent du sud, des consonnes coupées, le léger râle qui n'apparaissait que sous pression. Mon pouls a battu violemment. Olivier, ai-je murmuré. La poigne de Marc sur mon bras s'est resserrée. Quoi? Non. Non, c'est impossible. Mais ce n'était pas impossible. C'était Olivier Moreau. Mon allié inattendu. Il était là, masqué, venu me chercher. La tempête venait de vraiment commencer. Après l'éruption de cette nuit-là, la violence des événements et l'intervention des forces de l'ordre, ma vie a basculé une nouvelle fois, mais cette fois-ci, vers un havre inattendu. Les agents m'avaient hélé dans l'hélicoptère, la corde me hissant au-dessus du chaos, au-dessus des sirènes et des cris. Marc, là-bas, en bas, se débattait, ses supplications se perdant dans le rugissement des pales. Je ne ressentais plus de haine, seulement une distance, une forme de vérité froide. Il avait fait son lit, et il devait maintenant s'y coucher. J'ai été conduite dans un lieu sûr, un appartement discret niché au cœur d'un quartier paisible de la capitale, sous la protection des autorités. Les bruits de la ville, si oppressants auparavant, s'estompaient ici, remplacés par une quiétude bienvenue. Ce n'était pas un palais, mais un espace empreint de calme, où chaque objet semblait inviter au repos, à la réflexion. Un lit confortable, des draps frais, une fenêtre donnant sur un petit jardin intérieur. Des choses simples, que j'avais pourtant si longtemps tenues pour acquises. Les premiers jours furent consacrés à mon corps et à mon esprit. Une équipe médicale discrète veillait sur moi, mesurant ma tension, s'assurant que mes blessures invisibles, héritées de l'opération et du choc, cicatrisaient. Une nutritionniste m'a aidé à retrouver des forces, chaque repas devenant un rituel de guérison, chaque bouchée un pas vers le retour à une vitalité perdue. Ce n'était pas seulement une convalescence physique, c'était une reconstruction, lente et minutieuse, de l'être tout entier. La fatigue accumulée durant des mois, la douleur, la trahison, tout s'est déversé, mais de manière contrôlée, comme une rivière qui retrouve son lit après une crue. Je me sentais flotter, puis peu à peu, reprendre pied. Je passais de longues heures, souvent silencieuses, à contempler le petit jardin, à observer le ballet des oiseaux. Mon esprit, d'abord engourdi, commençait à s'éclaircir. Je revoyais les événements, non pas avec la panique d'avant, mais avec la clarté de celui qui a échappé au danger et peut enfin l'analyser. La colère n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée. Elle n'était plus une flamme dévorante, mais un feu ardent, une détermination froide, une force tranquille. La haine, elle, avait cédé la place à une profonde lassitude. Marc ne méritait plus mon énergie, mes pensées. Il n'était plus mon bourreau, juste une ombre du passé. Thomas Leclerc venait me voir régulièrement. Nos conversations étaient profondes, allant bien au-delà des stratégies légales ou des détails techniques de mon algorithme. Il m'écoutait, vraiment. Il ne m'interrompait jamais, ne me dictait pas ce que je devais ressentir ou faire. Il parlait des valeurs, de l'intégrité, de la manière dont la vraie puissance réside non pas dans l'argent ou le contrôle, mais dans la force du caractère. Il évoquait son propre parcours, les défis, les doutes, et la nécessité de rester fidèle à soi-même. Il était un ancrage, un roc silencieux, un partenaire fiable. Il ne me traitait pas comme une victime à sauver, mais comme une femme à part entière, dont l'esprit et la résilience étaient dignes de tout son respect. Ce que Marc vous a fait, Éléonore, est inexcusable, m'a-t-il dit un jour, son regard posé sur moi. Mais votre réaction, votre capacité à vous relever, c'est cela qui définit qui vous êtes. Je me souviens de ces mots. Ils résonnaient en moi, confirmant ce que mon cœur avait commencé à murmurer. La justice était nécessaire, bien sûr. Marc devait faire face aux conséquences de ses actes. Mais ma propre victoire, je le réalisais, ne se trouverait pas dans son humiliation ou sa destruction.
Elle se trouverait dans ma propre affirmation, dans la récupération de mon identité, de mon travail, de ma dignité. J'ai délibérément rejeté toute idée de vengeance personnelle. Il n'était pas question d'apparaître publiquement pour le démolir par des mots acérés ou des gestes théâtraux. Mon combat n'était pas contre Marc, mais pour la vérité. Je voulais que la lumière soit faite sur ses actions, sur ses mensonges, sur le vol de ma propriété intellectuelle. Je voulais que le monde sache qui avait réellement créé cet algorithme, qui avait réellement bâti les fondations de ce qui aurait dû être notre succès commun. La réparation passerait par la reconnaissance publique, par la voie légale, par l'établissement de la vérité incontestable. La préparation du gala de l'innovation est devenue le point focal de cette nouvelle étape. Ce n'était pas une simple question de choisir une robe ou un maquillage. C'était une préparation intérieure, une mise en condition psychologique pour ce qui allait être mon retour sur la scène du monde. Chaque décision était prise avec intention. La styliste m'a aidé à choisir une tenue qui reflétait non pas la femme d'affaires en compétition, mais la femme renaissante, élégante, digne, dont la force venait de l'intérieur. Je voulais que mon apparence soit le reflet de ma transformation, un témoignage silencieux de ma résilience. Je passais en revue l'épreuve avec Thomas et ses équipes, chaque document, chaque ligne de code, chaque détail technique qui prouvait mon travail. C'était un processus méticuleux, minutieux, qui me rattachait à cette part de moi-même que Marc avait tenté de me voler. Ce n'était pas une machination. C'était un travail de restauration de la vérité. Je me sentais calme, concentré. La nervosité était là, bien sûr, mais elle était tempérée par une profonde certitude. Je savais ce que je faisais. Je savais pourquoi je le faisais. Chaque jour qui passait, je me sentais plus forte, plus ancrée. Mon corps retrouvait son énergie, mon esprit sa clarté. Je me regardais dans le miroir. Je voyais les marques de la fatigue, les épreuves traversées. Mais je voyais aussi une nouvelle lueur dans mes yeux, une détermination sereine. Je n'étais plus la femme qui avait marché dans l'ombre de Marc. Je n'étais plus la femme qui avait permis que sa voix soit étouffée. Je n'étais plus la victime. J'avais compris que la vraie victoire ne résidait pas dans la capacité à humilier Marc, à le rabaisser à son tour. Ce genre de victoire est éphémère, et elle souille l'âme. La vraie victoire était de prouver ma propre valeur, ma propre capacité à créer, à exister pleinement, indépendamment de lui. C'était de me tenir debout, entière, face au monde, sans regret, sans amertume, sans haine. C'était de me pardonner ma propre naïveté passée, d'accepter mon chemin, avec ses failles et ses renaissances. Le gala approchait. Un compte à rebours silencieux. Je savais que ce serait un moment intense, peut-être éprouvant. Mais j'étais prête. Non pas avec l'excitation d'une revanche, mais avec la dignité d'une femme qui a trouvé sa paix, qui a fait la paix avec son passé, et qui s'apprête à écrire un nouveau chapitre, libre et entier. C'était le début d'un nouveau matin. Le rideau est tombé sur cette histoire, mes chers auditeurs. L'éclat du gala n'était qu'un décor pour une vérité plus profonde. Ce soir-là, sous les lumières scintillantes, j'ai gravi les marches de la scène. Mon cœur battait, non pas de peur, mais d'une plénitude sereine. La salle était silencieuse, les yeux de tous rivés sur moi. Mon nom, ai-je commencé d'une voix calme mais résonnante, fut un jour effacé de mon propre travail. Ma voix fut réduite au silence, mon identité volée. Mais ce soir, je reprends tout. Une salve d'applaudissements a éclaté, non pas hystérique, mais profonde, électrique, triomphante. J'ai brandi l'enveloppe, celle que j'avais failli mourir en protégeant, celle qui contenait les preuves irréfutables du vol de mon travail. Cette preuve, ai-je dit, n'est plus un secret. Elle est la justice. Le monde a changé ce soir-là. Les nouvelles des arrestations du conseil d'administration de High Analytics, de l'effondrement de l'empire de Marc Dubois, se sont répandues rapidement. Marc, son nom désormais associé à la fraude, à l'usurpation d'identité, à l'espionnage, à la tentative de meurtre, a vu son monde s'écrouler en quelques heures. Les actionnaires l'avaient abandonné, comme un navire en perdition. Je n'ai ressenti aucune joie mauvaise,
aucune satisfaction vengeresse. Juste une forme de paix. La justice, elle, suivait son cours. Puis, dans un geste d'une délicatesse inattendue, Thomas s'est approché. Il a glissé une petite boîte de velours dans ma paume. Ce n'était ni une exigence, ni une pression. C'était une proposition, un choix offert avec une révérence particulière. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas un geste de domination, mais de partenariat, de respect. J'ai glissé l'anneau à mon doigt, non pas comme un gage de dépendance nouvelle, mais comme l'emblème solennel de mon propre renouveau, de la liberté enfin conquise de tracer ma voie. Mon cœur pur ne s'est pas souillé de la boue jetée par autrui, il s'est révélé. Marc Dubois n'a pas chuté parce qu'il manquait de moyens ou d'influence. Sa véritable faillite fut de mesurer l'âme des êtres à l'aune de leur apparence et de leur position sociale, de croire qu'Éléonore, dans son silence, n'était qu'une ombre sans valeur. Son arrogance fut le poison qui corrompit son jugement, le conduisant à mépriser celle qui portait en elle la substance même de ce qu'il prétendait posséder. Au-delà des apparences, la trahison de Marc ne prenait pas racine dans une quelconque faiblesse d'Éléonore, mais bien dans l'insécurité profonde et l'ego fragile d'un homme qui avait un besoin viscéral de se sentir indispensable, de tenir les rênes. Face à une femme d'une autonomie tranquille, d'une force intérieure discrète mais indomptable, il ne pouvait que tenter de la briser pour masquer sa propre peur de l'effacement. Mais la véritable victoire d'Éléonore ne fut point de l'anéantir ou de le couvrir de honte. Elle s'incarna dans sa capacité à se relever avec dignité, à quitter le passé sans explication superflue, sans nourrir de rancune qui l'aurait entravé. Son triomphe fut de se reconstruire, de vivre en accord avec ses valeurs profondes, prouvant que la résilience et l'intégrité sont des forces bien plus redoutables que la colère ou le désir de rétribution. Elle s'est élevée sans écraser, elle a brillé sans vouloir éteindre. Car c'est en se tenant droite, fidèle à soi-même, que l'on trace le chemin de sa propre liberté. Un cœur pur ne se souille pas de la boue jetée par autrui, il se révèle. Dans le tumulte de la vie, quelles sont les vérités que vous tenez pour inébranlables? La véritable histoire d'Éléonore se clôture ici. Que pensez-vous du chemin qu'Éléonore a choisi, de ses silences, puis de sa force retrouvée? Auriez-vous agi différemment à sa place, face à une telle trahison? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Je les lis toujours avec attention, et chaque mot est une connexion précieuse. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir ou sentir quelque chose de particulier, je vous invite à laisser un pouce bleu. Partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait aussi être touché par son message. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'âme humaine. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire. Et qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être une part de votre propre chemin que vous y retrouverez. Cette histoire est fictive, et les actions présentées ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle, regardez-la comme une réflexion sur les relations humaines.